Eh bien, tout d'abord, merci aux organisateurs, merci à Rescope, à Courant d'Air, de m'avoir invité à parler devant vous aujourd'hui. Je suis retraité professionnellement depuis 2 ans et demi et c'est la première fois en fait que je sors à nouveau de mon pays pour parler dans une conférence, parce que j'ai fait ça toute une grande partie de ma vie et maintenant je me concentre davantage localement dans ma région et dans mon pays. Donc la présentation a été faite d'une partie de mon parcours. Je voudrais juste la compléter par deux autres éléments qui d'ailleurs apparaissent sur cette image. C'est que j'ai eu l'occasion d'être pendant environ 2 ans, un peu moins de 2 ans, administrateur du groupe EDF, que je ne vous présente pas. Dont j'ai démissionné au mois de juillet de cette année, notamment à la faveur de la décision de construire des réacteurs à Hinkley Point au Royaume-Uni. Et puis je suis depuis peu le nouveau président d'une toute nouvelle coopérative de financement citoyen qui a 4 mois, qui a le statut en France de société coopérative d'intérêt collectif, SKIC. Et comme elle est née dans le Jura, elle s'appelle Juraskic. Donc voilà pour cette petite présentation. Donc moi, je suis un tout petit par rapport à Dirk et un certain nombre d'entre vous ici en termes d'expérience coopérative, mais néanmoins, je viens d'une région, d'une ville pour qui la coopération et la mutualité, ça veut dire quelque chose. Je viens de la ville où sont nés les socialistes utopistes, Proudhon, Fourier, Considérant, qui au XIXe siècle ont établi les bases de la coopération. Et donc, il y a une tradition dans ce domaine. Alors, je ne vais pas vous présenter de PowerPoint, c'est le seul PowerPoint qui me concerne, parce que je préfère un peu échanger, comme je dois échanger avec vous sur un sujet qui est la pertinence sociétale des énergies renouvelables dans le monde d'aujourd'hui et les opportunités pour de nouveaux acteurs de la société européenne. Je pense que c'était préférable d'avoir, je dirais, un discours qui ne soit pas lié, emprisonné dans un PowerPoint. La question énergétique, c'est une question existentielle. Donc, sans énergie, on ne peut pas vivre. Donc, c'est vraiment une question qui concerne chacun d'entre nous. La question énergétique, c'est une question de société, d'organisation des différents pays. Juste un petit clin d'œil de dire que tout à l'heure, par rapport à la situation française, si on prend la situation française et le Danemark, ben on peut dire, dis-moi quel système énergétique tu as, et je te dirai quel pays tu es, comment tu es organisé. Il y a une très fort lien entre l'organisation énergétique et l'organisation politique et administrative. Et puis enfin, je dirais de plus en plus, l'énergie, c'est un modèle civilisationnel. Et c'est au travers de ça que je voudrais axer mon propos. Parce que très souvent, le message sur les énergies renouvelables qui arrive aux citoyens, c'est un message qui est trop technique, trop exclusivement technique. Je trouve, trop exclusivement économique ou peut-être trop exclusivement financier. Et bien sûr, on a absolument besoin d'argumenter sur les questions techniques, économiques et financières. Je ne veux pas dire le contraire. Et d'ailleurs, on va passer une bonne partie de cette journée à ça. Et on a absolument besoin de ça. C'est une question de crédibilité. Mais en fait, pour les citoyens, c'est souvent compliqué ce débat entre des types d'énergie qui s'opposent, des fossiles et nucléaires d'un côté, renouvelables, avec un jeu de ping-pong dont ils ne voient pas tout à fait les règles du jeu et ils sont davantage souvent en spectateurs. Et quand ils se posent la question, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour mes enfants, qu'est-ce qui est bon pour ma commune, qu'est-ce qui est bon pour ma région, qu'est-ce qui est bon pour mon pays, qu'est-ce qui est bon pour ce qui dépasse mon pays aussi, eh bien, on ne sait pas trop, surtout qu'on est rentré dans une ère de la post-vérité avec les
Trump et compagnie, l'Est de la post-vérité, où finalement on ne sait plus distinguer entre les vrais mensonges, les fausses vérités, et ça devient vraiment assez compliqué, et l'argumentation technique, elle touche un petit peu ses limites. Alors, je pense qu'il y a intérêt dans le discours de promotion des énergies renouvelables à ne pas surestimer la dimension culturelle, la dimension sociétale, en fait la représentation que l'on peut se faire d'une société en transition vers un monde renouvelable. Et je crois que c'est important d'aller vers des arguments qui transcendent les sujets techniques, qui dépassent les sujets techniques et qui s'adressent en fait à la pensée, même à l'intimité des citoyens, des individus citoyens que nous sommes. Nous sommes dans ces sociétés, vieilles sociétés européennes, disons comme ça, où se développe une forme d'angoisse collective, un défaut de vision, un défaut de sens, c'est pas vraiment où on va. Les mesures politiques sont vues comme des mesures qui précèdent d'autres, ou qui succèdent à d'autres, sans toujours voir la direction, si elle existe, qui sous-tente ces politiques, cette crise politique, cette crise de sens, cette crise finalement cette nécessité en tout cas de sens qui nous amène à nous poser la question de pourquoi on fait ceci et pourquoi on fait cela, ou pourquoi on ne fait pas ceci et pourquoi on ne fait pas cela, et me semble quelque chose d'important, et donc de relier la question énergétique à la question d'un certain nombre de valeurs essentielles. Alors il y a des valeurs, il y aura deux parties. Une partie va concerner, je dirais, la question des énergies renouvelables, indépendamment des régimes de propriété, que ce soit des grandes entreprises, des petites, mais sur les énergies renouvelables en tant que telles. Et la seconde partie sera plus locale sur la question de la démocratie énergétique au quotidien. Alors, je pense, il y a peut-être quelques années, j'aurais dit il y a des valeurs universelles, mais j'ai de plus en plus de mal à dire des valeurs universelles, parce que je vois qu'un certain nombre de valeurs universelles sont un peu contestées et ne sont plus aussi universelles que ça. Mais enfin, pour moi, je continue à penser qu'elles doivent être universelles. Alors, je voudrais en énoncer quelques-unes, et puis un peu utiliser ces différentes valeurs comme un scanner pour voir pour examiner finalement en quoi ce à quoi répondent les énergies fossiles et fissiles et ce à quoi répondent les énergies renouvelables. Alors, quelques exemples. Eh bien, on a une capacité l'humanité aspire à survivre. Ça, c'est un point qu'on a en commun. À survivre sur cette planète. C'est pas forcément la planète qui est en danger, mais c'est l'humanité sur cette planète. Je pense qu'il est généralement admis que les biens de la nature sont des biens communs qui ne sont pas appropriables. Je pense que c'est quelque chose qui peut être largement partagé dans une société. La société aspire à vivre en paix plutôt qu'en guerre. Je pense que là, il y a très peu de gens qui diraient le contraire. Disons que c'est quand même Il y a on attache de plus en plus d'importance à la question de la souveraineté, entendu sous le mode de comment je peux être capable de contrôler ce qui se passe dans ma vie quotidienne. C'est-à-dire d'avoir envie de contrôler cette société qui devient de plus en plus anonyme. Je pense que la demande de démocratie n'est pas encore un fait du passé, je l'espère en tout cas, mais en tout cas, il faut se battre pour. De même que l'équité, la justice, l'accessibilité à tous à des commodités nécessaires à la vie quotidienne. Ça, c'est des choses qu'on partage beaucoup dans la société. La question de l'avenir des enfants, des petits-enfants, la solidarité intergénérationnelle, c'est aussi quelque chose qui laisse personne indifférent. De plus en plus, on est sensible aux questions de sûreté, de sécurité. Dans un monde incertain, on a besoin de prévisibilité, de stabilité. On est dans un monde instable et on voit tous les résultats de cette instabilité du monde dans une forme d'angoisse collective. Et puis, je pense qu'on est aussi les uns et les autres pour un développement, des formes de développement économique qui permettent en tout cas qui permettent au moins une cohésion sociale. Et puis, on a aussi une forme d'envie d'innover pour inventer un siècle qui a juste commencé. Donc ça, c'est des choses qu'on a en commun. Alors quand on regarde
quand on regarde d'un côté les énergies fossiles et fissiles et les énergies renouvelables au travers de ça, au travers de ce filtre, ben, l'aspiration à vivre sur Terre et à ne pas détruire ce qui fait qu'on peut vivre sur Terre, on voit bien, là je ne vais pas insister beaucoup parce que c'est quelque chose qui est connu, sur les dégâts des énergies fossiles, sur et les risques que ça fait peser sur la survie de l'humanité. Et si on regarde les énergies renouvelables à côté, eh bien, on peut affirmer qu'elles ne portent pas atteinte à la vie sur Terre. C'est quand même un premier élément, c'est basique. Par rapport au bien commun, eh bien, les réserves en énergie fossile, en fait, elles sont très concentrées. 50% des énergies fossiles sont concentrées dans 4 pays et 80% dans 8 pays dans le monde, sur 196. Et c'est pareil pour le gaz. Pour l'uranium, eh bien, il y a 75% de la production qui vient de 5 pays. Le Kazakhstan, lui tout seul, fait plus de 40%. Donc, ce qui sont des biens qui ont été légués par la nature, qu'on peut considérer comme étant des biens communs, sont en fait des biens appropriés par un petit nombre de pays, et puis derrière ces pays, par un petit nombre aussi de compagnies. Le vent, le soleil, c'est disponible partout librement. Ce sont des biens communs qui ne sont pas appropriables, en tout cas dans leur source d'origine, qui ne sont pas appropriables par quiconque. Et donc, on est dans une acception des biens communs qui sont des biens qui peuvent être partagés. La question de la paix, la concentration des ressources dans quelques pays fait qu'il y a des tensions géopolitiques qui sont très importantes, qui sont des facteurs de tension, mais même des facteurs de guerre. Et la prolifération des matières radioactives et leur utilisation militaire est aussi un facteur, n'est pas un facteur de paix, un facteur de risque. Mais la dispersion des énergies renouvelables et le fait qu'elles soient précisément utilisables partout fait en sorte que ça ne se fait pas, l'utilisation du vent ou du soleil ne se fait pas au détriment d'autres utilisateurs du vent et du soleil. C'est quelque chose qui est très important, ça va de soi. Mais je pense que c'est des mots peut-être qu'on peut utiliser de façon peut-être plus courante pour s'adresser à des citoyens qui sont à la fois en quête de sens et puis en recul sur l'argumentation technique. Et la prolifération des technologies renouvelables, elle ne va pas porter atteinte à la sécurité du monde. Donc, c'est la question de la souveraineté. Quand on a des grandes compagnies dans le domaine des énergies fossiles qui ont des chiffres d'affaires qui sont nettement supérieurs à la plupart des produits intérieurs bruts de pays tout entier, on voit bien que la question de la souveraineté est vraiment une question compliquée. Les stratégies de ces grandes compagnies, en fait, elles asservissent une grande partie de l'humanité et des pays à leurs propres intérêts. Et d'un autre côté, vis-à-vis des énergies renouvelables, bien contrôler ses sources d'approvisionnement, c'est une des bases fondamentales de la souveraineté d'un pays. Quand on a besoin d'indépendance, une forme d'indépendance énergétique, de ne pas dépendre des autres sur des sujets essentiels, sur des sujets existentiels même, eh bien, les énergies renouvelables sont là pour donner ou redonner de la souveraineté énergétique. Par rapport à la démocratie, on voit bien que la dépendance vis-à-vis d'un petit nombre de fournisseurs pétroliers ou gaziers rend les gouvernants moins exigeants vis-à-vis de valeurs fondamentales. On est très embarrassé en Europe avec Poutine. Comment on fait avec ça, hein ? Comment on fait avec lui? Comment on fait avec le pétrole? Comment on fait avec le gaz? On voit bien que finalement, cette forme de dépendance, elle altère notre propre capacité à promouvoir des valeurs auxquelles on croit et qui en plus sont des éléments qui encouragent la corruption. Et donc porte atteinte à la question, à l'organisation démocratique. Et quant au nucléaire, je veux dire, le nucléaire ne peut fonctionner qu'avec un contrôle social, politique important. On ne peut pas imaginer le nucléaire chacun chez soi. Donc, et on voit bien que là-dessus, la question des énergies renouvelables est en dehors de la grande hydraulique. Eh bien, ça permet
ne permet pas de se faire confisquer un modèle démocratique par un ou deux ou trois fournisseurs importants. Donc la question de la sécurité énergétique et la question de la sécurité démocratique sont des choses qui sont très liées entre elles. L'équité et la justice. La consommation ou la surconsommation d'énergie fossile crée des tensions sur les prix, rendent finalement, on voit bien que c'est le cas du point de vue cyclique des prix du pétrole et aussi du gaz, mais aussi des coûts croissants de l'énergie nucléaire, notamment sur les nouvelles installations. On arrive à des coûts qui sont prohibitifs. Pour Hinkley Point au Royaume-Uni, quand même, prix garanti à 120 € le mégawattheure pendant 35 ans. Quand on voit que maintenant on fait de l'offshore à 60 €, franchement, c'est des choses qui interrogent. Donc on a d'un côté des prix qui montent, liés au fait que des énergies dangereuses nécessitent des coûts supplémentaires pour pouvoir faire face à ces dangers ou faire semblant de faire face à ces dangers, alors que dans le domaine des énergies renouvelables, plus on utilise d'énergie renouvelable et plus les prix baissent et plus l'accessibilité est grande pour un plus grand nombre d'individus dans le monde. C'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est par rapport, on voit comment l'Allemagne, en fait, a payé les coûts d'apprentissage du solaire pour le monde entier, a absorbé des coûts très élevés. On dit ça a coûté cher en Allemagne, ça coûte encore cher en Allemagne, mais ça a coûté cher en Allemagne parce que, en fait, les économies d'échelle ont été obtenues grâce à ça, et plus on utilise d'énergie renouvelable, et puis plus l'accessibilité est grande. C'est une différence fondamentale avec les énergies fossiles. Et donc du coup, quand on a aujourd'hui au Chili de l'électricité solaire à 26 € le mégawattheure, ça pose aussi bien sûr la question, immédiatement après, de l'accessibilité aux ressources énergétiques. On entend souvent pleurer, je veux dire comme ça, depuis des dizaines d'années sur ces pauvres 2 milliards d'individus qui ne sont toujours pas raccordés au réseau électrique et pour lesquels les compagnies existantes n'ont juste rien fait sur ce sujet-là. On est aujourd'hui entré dans une phase où finalement l'énergie solaire qui était la plus coûteuse, pas qui apparaissait, qui était la plus coûteuse et qui semblait la plus inaccessible, devient aujourd'hui l'énergie non seulement la plus accessible, mais probablement l'unique forme d'énergie pour un très grand nombre de citoyens sur Terre. C'est quand même des choses qui sont très très importantes au regard d'une valeur comme l'accessibilité de chacun à des commodités. Quand on regarde la question de la responsabilité des conséquences de nos actes, dans les énergies fossiles, on est dans une situation où on ne provisionne pas pour renouveler le stock. C'est comme si on coupe une forêt sans la régénérer. C'est comme une entreprise qui ne provisionnerait pas pour restaurer son capital et donc pouvoir continuer. Donc on est dans cette situation-là, dire dans une économie de prédation, on n'est pas dans une économie de marché du tout sur ce sujet-là. On a de l'autre côté les énergies renouvelables qui payent l'ensemble de leurs coûts, du début jusqu'à la fin, et y compris à leur destruction. Donc les énergies de stock d'un côté ont leur mode de fonctionnement, c'est globalement une économie de prédation, et les énergies de flux ont leur logique de l'autre côté, qui prend en compte l'ensemble des coûts. Sur la solidarité intergénérationnelle, sans étendre sur les ressources qui n'existeront plus, bien qu'on va toujours aussi en trouver, donc je ne vais pas non plus être dans le malthusianisme total sur le sujet, mais si on le prend sur le nucléaire, quand on voit la facture nucléaire qui va être transmise à nos enfants, petits-enfants et au-delà, en France, j'ai eu l'occasion d'assister à ça, on assiste à ça, c'est la première génération des réacteurs, c'est 9 réacteurs de génération 1. Eh bien, la décision a été prise l'an dernier que leur démantèlement durerait jusqu'en 2106, alors qu'ils ont été arrêtés en 1985. Il faudra 6 générations pour démanteler des réacteurs de première génération. Ça, c'est des questions, ça pose des questions éthiques
au-delà des questions, bien sûr, uniquement techniques. Et j'ai eu l'occasion de les poser en ces termes là où j'étais à ce moment-là. Or, quand on regarde du côté des énergies renouvelables, on n'a pas du tout ça. On a la réversibilité garantie même en cas de besoin. Et l'impact sur l'environnement, il existe. Comme toute activité industrielle a un impact sur l'environnement, donc on ne le cache pas non plus, sur les ressources, parce qu'il faut aussi les fabriquer, etc. Donc c'est des choses qu'il ne faut pas nier, mais enfin, on ne laisse pas aux générations suivantes un fardeau. La question de la sûreté et de la sécurité, dans un monde certain, comme celui, disons, du deuxième moitié du XXe siècle, pour une grande part, un monde certain, un monde stable, ce qui était gros, apparaissait comme étant un élément de stabilité. Il y avait un avantage pour ça. Le gros était stable. Alors quand on vient de France, on voit bien ce que ça veut dire, plus que peut-être dans certains autres pays. Mais en fait, la sûreté et la sécurité se sont renversées. C'est-à-dire aujourd'hui, une multitude de lieux de production mutualisés est bien plus stable qu'un petit nombre de productions centralisées qui peuvent être elles-mêmes objets d'attaques, y compris terroristes. Et on voit bien comment aussi, dans le domaine nucléaire, comment la question de sûreté et de sécurité renchérit le coût jusqu'à le rendre très élevé et beaucoup plus élevé, et en tout cas sur une courbe croissante. C'est la première fois qu'on a une industrie, depuis le début de la révolution industrielle, qui va à coût croissant. C'est comme ça, mais il y en a qui n'ont pas encore voulu le regarder comme ça. La question de la prévisibilité sur les prix. On sait que dans un certain nombre, quand les énergies fossiles et fissiles, on va vers une prévisibilité, on va vers des coûts croissants, alors que on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde dans les décennies qui vont venir, mais on a une certitude, c'est que le coût des énergies renouvelables va continuer à décroître, et en tout cas, on a une forme de prédictibilité possible sur les coûts et donc sur les prix. C'est quand même quelque chose qui est important, qui est de l'ordre du rassurant, bien sûr. C'est pas si simple. On ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il n'y a pas du soleil la nuit, etc. Donc, mais c'est en même temps un défi technologique que de résoudre les problèmes de stockage, de synergie entre les réseaux, etc. Mais par rapport au développement, on s'aperçoit, au développement au niveau global, on s'aperçoit que les pays qui ont des ressources énergétiques fossiles sont en général des pays qui ne se sont pas développés. C'est ce qu'on appelait le Dutch disease, la maladie hollandaise, le fait d'avoir, l'économiste appelle ça, quand on a une ressource et qu'on a une rente, pourquoi on travaillerait, je veux dire. On voit le Venezuela qui importe maintenant du pétrole des États-Unis. C'est la première ressource du monde. Donc et on voit le développement de l'Algérie, on voit le développement de la Russie, un pays riche en ressources et donc un pays riche en rente est un pays qui ne se développe pas. On a bien sûr avec les énergies renouvelables un cas de figure complètement différent, à la fois de construction, de maintenance et, sous certaines conditions, d'appropriation financière, économique par les gens là où ils habitent. Et puis, encore un petit mot sur l'innovation, parce qu'on est tous préoccupés par l'invention du monde qui vient. Et quand on voit comment, dans les pays, par exemple, si je prends le cas de la France, où il y a des efforts très importants qui sont faits, donc je ne vais pas donner qu'une vision négative, parce qu'il y a une loi de transition énergétique qui a changé, en tout cas qui, du point de vue politique, a changé beaucoup le cours des choses, en tout cas a donné les éléments pour changer le cours des choses. Mais on a le monde qui existe, le monde du passé, le monde auquel on croit, parce que c'est le seul qu'on connaît, eh bien, il cherche à se défendre contre le monde du futur. Et aujourd'hui, quand on dit il faut un bon complément entre énergie renouvelable et énergie nucléaire, c'est juste quelque chose qui n'est pas facile à tenir. C'est comme ce qu'on appelle parfois dans le pâté d'alouette, le pâté d'alouette qui est fait avec un cheval et une alouette. Il s'appelle pâté d'alouette. Et donc, c'est un petit peu ce système-là qu'on a en France et tout le groupe nucléaire, je ne sais pas si je dois l'appeler le lobby, etc., eh bien, fait de la résistance pour durer encore un peu plus pour des raisons économiques, idéologiques et autres. Et on voit que les pays centralisés laissent peu de place à l'innovation, alors que les pays fédéraux et décentralisés laissent la place à l'innovation. C'est les communes allemandes qui ont dit
on va favoriser la production d'électricité renouvelable, qui ont demandé à leur Stadtwerke, parce qu'elles avaient des Stadtwerke, de l'acheter plus cher. Et une commune l'a fait, et 2 et 10, et c'est devenu la loi allemande. Ça a rendu crédible une directive européenne sur ce sujet qui a transformé beaucoup de choses au niveau européen dans le domaine des énergies renouvelables. Donc on voit comment, là où naît l'innovation, et puis si on se donne les capacités de développer cette innovation, jusqu'où on peut aller. Alors, vous voyez, à ce stade, je n'ai pas du tout évoqué la question de la démocratie énergétique au sens où ça a été développé tout à l'heure, et comme c'est développé dans les 2 ouvrages de Clegg et de Dirk, mais je dirais indépendamment du fait que les énergies renouvelables soient appropriées ou gérées d'une certaine façon, elles ont intrinsèquement des qualités au regard des valeurs que je viens. Je dis ça parce que parfois j'entends un discours qui consiste à dire ouais, tout ça, quand c'est les grandes compagnies qui s'en occupent, bon, quand même, l'Agence internationale de l'énergie, dans son rapport du mois de novembre, dit qu'entre aujourd'hui et 2040, il y aura 32 000 milliards de dollars investis dans les énergies renouvelables dans le monde. 32 000 milliards de dollars, personne ne peut se rendre compte ce que c'est. Ça fait 3 milliards par jour, c'est-à-dire ça va faire 1 milliard depuis le début de la conférence et la fin de la conférence. Il se sera investi 1 milliard dans le monde. Donc, c'est pas sûr que ce soit que du financement citoyen, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a sans doute une part à prendre, mais disons que il y a des investissements qui vont se faire. À la COP 21, on a dit il faut encourager le désinvestissement des énergies fossiles. Mais si on désinvestit des énergies fossiles, ces investissements, eh bien on dit il faut qu'ils aillent vers les énergies renouvelables. Donc on doit aussi accepter ça. Il y aura l'équivalent de 140 gigawatts d'éolien qui vont être installés en Europe d'ici 2025. 140 gigawatts, hein, c'est quand même pas tout à fait rien, l'équivalent en puissance, disons 140 centrales nucléaires. Hein, mais là-dessus, il y a une part à prendre pour l'énergie citoyenne, mais on sait que tout ne va pas se faire comme ça. Mais enfin, cela étant, ça ne m'a pas échappé que l'étude qui a été commanditée par Rescope, Greenpeace et Friends of the Earth à CE Delft dit qu'en 2050, bien, la moitié des citoyens européens produiront individuellement ou collectivement leur propre électricité et que ça pourrait atteindre 45% de la demande finale. Donc là, on n'est pas dans la marginalité. Et quand on voit ça dans cette étude de Delft, mais j'étais récemment à une conférence avec la patronne de Engie, donc ça vous dit aussi quelque chose en Belgique, qui a dit exactement la même chose. Elle dit le monde qui vient, les gens vont produire et consommer là où ils consomment, c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui dépasse simplement des options militantes, ou etc. Alors après, au regard des choix énergétiques qu'on peut faire, qui sont reliés avec notre vie quotidienne, eh bien, il y a des choses qui nous tiennent à cœur. C'est reprendre son destin en main, en tout cas qui tiennent à cœur. C'est toujours ambivalent parce qu'on veut bien reprendre son destin en main, mais des fois on aime bien aussi consommer le système comme il est. C'est pas forcément tout ça, mais néanmoins les énergies renouvelables, par leur taille, par le fait qu'elles soient appropriables et que chaque citoyen, qu'il connaisse quelque chose de l'énergie ou rien, qu'il a envie de connaître ou pas, et s'il n'a pas envie, ça n'a pas forcément beaucoup d'importance, mais chacun peut participer à cette reprise de son destin en main. Reconstruire de la démocratie en pratique. On parle beaucoup de démocratie, mais en tant que démocratie formelle. C'est les règles démocratiques d'un pays qui sont respectées. Mais on sent bien que ça va plus tout à fait bien, parce que la démocratie, c'est aussi, mais peut-être surtout la démocratie réelle, c'est-à-dire ce qui rend les citoyens capables de se réunir autour de projets. Et là, on a quelque chose avec les énergies renouvelables, avec, j'aime bien ce mot de communauté énergétique locale. Autour de ça, on a les moyens de refaire un tissu local d'acteurs différents qui vont apprendre ensemble à faire des choses ensemble, qui vont s'informer, qui vont apprendre la complexité, parce que c'est pas toujours simple, et apprendre la complexité, c'est très important pour la citoyenneté, parce qu'on est vraiment citoyen que si on est capable de prendre en compte la complexité. Mais en se heurtant à la complexité, on est plus grand. C'est la question de la traçabilité aussi. On aime bien voir la traçabilité des produits, d'où ça vient,
De plus en plus, les circuits courts sont en vogue, les monnaies locales sont en cours. On veut, dans un monde anonyme, on a besoin de réintroduire des relations. Et là, on a quelque chose avec les énergies renouvelables qui permettent de réintroduire de la traçabilité. Alors, l'électron, de toute façon, il va toujours physiquement à l'endroit le plus rapide. Hein, donc, du coup, ça veut dire que ça facilite les choses. Mais disons, on a besoin de retrouver ça. Et avec les nouveaux systèmes de soutien aux énergies renouvelables en Europe et dans les différents pays, donc avec la fin des tarifs d'achat pour aller vite dans les pays où ça existe, eh bien on va devoir retrouver des formes où les producteurs vont devoir trouver des clients, où les clients vont devoir trouver des producteurs. On va arriver dans un nouveau système où aussi la relation urbain-rural, qui au moins dans certains pays est une relation compliquée, où les ruraux se sentent délaissés par les urbains. Mais si les ruraux sont aussi là, pas que pour fournir l'alimentation, mais aussi pour fournir l'électricité aux urbains, et si les urbains, en payant, permettent de financer le développement rural et les gens qui habitent dans les milieux ruraux, c'est des choses qui sont importantes, parce que une autre chose qui nous tient à cœur, c'est tirer parti des ressources de son territoire. C'est-à-dire, par rapport au monde globalisé qui a rendu tout anonyme, tout loin, par rapport aux délocalisations, on sent qu'on a besoin de relocalisation et de tirer parti des ressources qu'on a sur son propre territoire. Et c'est là que, par rapport à la question renouvelable, on est dans un point qui est crucial. Qui va finalement capter ce bien commun et où vont aller les résultats de ce bien commun? Est-ce qu'ils vont échapper au territoire? Est-ce qu'ils vont rester sur le territoire? Et on voit bien que là, la question du développement des énergies renouvelables, qui est aussi liée à l'acceptation sociale des énergies renouvelables, passe beaucoup par le fait que les gens qui habitent là vont en tirer parti. Parce que si on n'en tire pas parti, et si on est juste là pour regarder les éoliennes tourner et les euros s'envoler, ça ne marchera pas, et ça ne marche pas. Donc on a ces aspects-là, sont très très importants. Et puis enfin, je terminerai juste sur la question de l'autonomie. Il y a autour de l'autonomie, ce mot est ambivalent, l'autonomie énergétique. Hein. Vous êtes sans doute confronté à ça. C'est-à-dire qu'on a cette ambivalence, on a une recherche d'autonomie, chacun pour soi-même, c'est comme ça dans nos sociétés, mais on a besoin d'autonomie et de solidarité. Moi, je ne suis pas trop pour l'autonomie style Corée du Nord, mais personne, je pense, l'aime beaucoup. C'est-à-dire l'autonomie qui consiste à dire « moi, je me débrouille, je me déconnecte, les autres, ils doivent faire comme moi, et c'est tout ». Je pense qu'on a besoin, dans une société, d'autonomie et de solidarité, et les réseaux, c'est la solidarité. Et donc, on doit être capable de mener ces deux questions de front. Donc voilà, toute transition génère des angoisses. On doit être capable, et donc il faut l'admettre, et on doit être capable finalement de contrebalancer ces angoisses par des messages d'espoir, par des messages optimistes. J'étais, une des dernières réunions que j'ai faites dans ma fonction à Energy Cities, c'était une rencontre, c'était une petite réunion, et quelqu'un avant moi dit, vous savez, entre la France et l'Allemagne dans l'énergie, impossible de s'entendre, les deux politiques complètement différentes. Et moi j'interviens après, mais j'ai dit, mais vous rencontrez qui vous? Moi je rends une rencontre à Stuttgart entre des villes françaises et des villes allemandes, mais tout le monde était d'accord pour faire la même chose. Donc en fait, on confond les stratégies industrielles, les stratégies politiques, etc. Mais quand on part avec l'expression des besoins et des attentes de la société. Mais quand on part des attentes et des besoins de la société, en fait, on a une grande convergence. On a une grande convergence et peut-être on peut en faire... faut en faire quelque chose de cette convergence. Dans 2 mois, c'est le 60e anniversaire du traité de Rome. RESCOP, c'est de mobiliser les citoyens européens pour l'investissement collectif. Alors pourquoi pas faire, à la faveur du 60e anniversaire du traité de Rome, finalement, une initiative sur l'Europe de l'énergie citoyenne pour redonner, en fait, du souffle à un processus qui en a perdu. Voilà. Merci. So if anyone has any questions, please raise your hand and a microphone will come to you. We have a question up front for Gerard. It's a very quick addition. Yeah, it's a very quick additional point, which is that you talked about the decommissioning costs of nuclear.
But as the FT was pointing out, the decommissioning costs of North Sea sit at 24 billion, something like that, and they're looking for governments to fund that. So again, an issue of private profit but public costs. I don't know if you wanted to make a comment on that. Oui. Oui, je ne sais pas si je dois commenter, je suis juste d'accord avec ça. Quand je vois que le gouvernement japonais a pris la décision que la responsabilité des installations nucléaires, ce sera la responsabilité des entreprises pendant 400 ans. 400 ans. Les entreprises, 400 ans. Et après, c'est l'État qui va s'en occuper. C'est juste l'illustration que, en fait, la solution n'est pas là. Je pense que ceux qui ont démarré les programmes nucléaires ont toujours pensé qu'on ne démantèlerait jamais. Donc c'est venu petit à petit, et j'entends encore dire ici ou là, bon, on laissera, enfin on peut laisser, j'entends parfois, pas dans les conférences, mais juste à côté, des voisins qui aiment bien ça, qui aiment bien le nucléaire, je veux dire comme ça. Donc en fait, on a autour de ça une forme, je dirais, d'auto-intoxication. Je vois dans ce que j'ai vécu de près au cœur du système EDF. Une auto-intoxication qui ne laisse pas de place à une pensée différente. Il y aura un discours d'EDF sur le développement des énergies renouvelables. Et EDF intervient beaucoup dans les énergies renouvelables aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais pas en France, ou de façon marginale, parce que EDF ne peut pas ne pas être dans le jeu, donc est un minimum dans le jeu, mais pas dans le jeu en fait. Parce que, bien entendu, ça vient, et aujourd'hui, c'est la je vais plus loin que votre question, il fait froid. Il fait froid en France, mais il fait froid aussi en Allemagne, il fait froid un peu partout. Mais aujourd'hui, et encore plus que les autres jours, la France va importer beaucoup d'électricité allemande, beaucoup d'électricité de charbon allemand, où les Français disent « Oh, les Allemands, avec le charbon, etc. » mais en même temps, les Français se chauffent au charbon allemand. Hein, donc voilà. Et ça, et je pense qu'on aura aujourd'hui ou demain une pointe en France qui va être près de 100 gigawatts. Alors peut-être qu'en Allemagne, qui est un pays plus grand, plus industrialisé, peut-être elle sera à 65, je sais pas les chiffres, mais des ordres de grandeur comme ça. Parce qu'on a mis en place derrière un système de chauffage électrique direct qui fait qu'on doit avoir un parc dimensionné pour faire face aux situations les pires, comme si on faisait des autoroutes avec 2 fois 24 voies parce que le dimanche soir, il y a des bouchons. C'est juste quelque chose comme ça. Donc on rentre dans un monde flexible, on rentre dans un monde incertain et on reste assis sur un monde ancien qui était stable, qui semblait prévisible, mais c'est plus le cas. Thorsten Koss, AVU, je viens d'un Stadtwerk en Allemagne, Monsieur Magnier, dans la Ruhr, c'est-à-dire pas loin d'ici. Vous avez parlé des communautés urbaines et rurales. Chez nous, c'est presque impossible à construire des éoliennes ou des parcs photovoltaïques parce qu'il n'y a pas de place. C'est-à-dire, oui, même si nous essayons d'intéresser notre population, nos clients, et nous existons depuis presque 100 ans, nous arriverons jamais à intéresser plus de 5% de nos clients aux questions d'énergie, des idées renouvelables, et ça ne sert à rien de montrer aux citoyens dans des zones urbaines comment ça passe dans des zones rurales si eux-mêmes, ils ne peuvent presque rien faire ou rien voir. Alors, quelles sont vos recommandations pour des Stadtwerke qui se trouvent dans les zones urbaines pour mieux intégrer leurs clients, leur population pour le chemin pour les énergies renouvelables? Bon, je ne suis pas sûr de vous donner la réponse. Hein. Mais après, il y a, derrière ce que vous dites, il y a la définition, qu'est-ce que c'est qu'une zone rurale, hein? Dans ma région, il y a des zones rurales où il y a 5 habitants au kilomètre carré.
D'accord? Et ils disent, comme il y a 5 habitants au kilomètre carré, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus la poste, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien, tout le monde pleure. Et on est abandonné de tout le monde, etc. Alors pour ces zones rurales-là, la faible densité, c'est une ressource. Hein? Donc c'est surtout à celle-là que je pensais, parce que, bon, la France, c'est plutôt le Far West, hein, comparé à l'Allemagne, aux Pays-Bas ou à la Flandre, hein, du point de vue densité de population. Hein. Donc, on a une densité de population qui, à certains endroits, est très faible et sur lesquels il y a vraiment... J'ai tendance à dire que pour les plus pauvres et ceux qui se sentent le plus abandonnés des zones rurales, il y a un réel espoir, et un réel espoir de rétablir des relations de solidarité entre urbain et rural. Alors après, par rapport à votre question, je ne sais pas, je sais qu'il y a des Stadtwerke allemandes qui investissent très loin de chez elles, hein, parce que même en offshore, hein, je crois Munich investit en offshore, donc, hein, ou peut-être vous aussi. Donc je pense que là, je ne suis pas sûr qu'on va trouver toutes les solutions, mais il y a aussi, je pense, en dehors des... Parce que j'ai une chose que je voulais dire que je n'ai pas dit, quand on parle des énergies renouvelables, on a tendance à laisser de côté les économies d'énergie. Pour moi, les économies d'énergie, c'est une énergie renouvelable. Quand on a fait un investissement et qu'on a réduit de 50% sa demande, ça se renouvelle toutes les années. C'est aussi une énergie renouvelable, donc il faut le prendre comme ça. Et il y a aussi la question de comment des coopératives, aussi je ne sais pas s'il y en a à Rescope ou autre, comment des coopératives pour la rénovation énergétique peuvent exister. Il y en a quelques-unes qui commencent en France de façon embryonnaire, des sociétés coopératives pour la rénovation. Donc je pense qu'on n'a pas... forcément, si j'avais la réponse à votre question, vous seriez très heureux et moi je me ferais payer très cher pour donner les réponses. Donc mais je pense que c'est ça, c'est qu'à chaque cas particulier, quand même, on doit inventer sa solution. Et c'est ça, quand même, qui change et qui dérange parfois, parce qu'on aime bien les choses qui marchent, juste on appuie sur le bouton, mais on est de moins en moins dans une situation comme ça, et on doit apprendre à être moins paresseux. Et donc, on doit apprendre à réinventer des choses qui fonctionnaient toutes seules. Et quand dans un pays qui a, je vois en France, du point de vue de la qualité du service de l'électricité pour le client, je veux dire, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Donc, quand ça marche, c'est difficile de dire, il faut faire autre chose alors que ça marche bien. Dans les endroits où ça n'existe pas, ça, c'est plus facile. Quand on part d'une table rase, c'est plus facile. Mais dans nos pays, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui est différent. Mais enfin, je pense que toutes les Stadtwerke qui ont bien réussi, elles ont aussi réussi parce qu'elles ont bien resserré leurs liens avec leur clientèle, et par rapport à la peur des années 90 de voir les clients partir partout, je pense qu'au bout du compte, c'est la Stadtwerke qui a gagné. Donc voilà. Une dernière question ici. Oui, elle est toute simple. C'est par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, demain et les prochains jours. On dit qu'on va manquer d'électricité, qu'il va falloir en prendre ailleurs, chez les voisins. On parle de la Belgique, on parle de la France, on parle de l'Allemagne, et on irait chercher de l'électricité aux Pays-Bas. Je suis un peu surpris d'apprendre que c'est le petit Pays-Bas qui va servir, disons, à combler les trous pour 3 grands pays comme la France et l'Allemagne. Est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Comment se fait-il que les Pays-Bas sont capables de boucher le trou? Je ne peux pas vous le dire dans le détail, mais si je regarde heure par heure, il y a une application sur l'importation-export en France. Hein, et ça, c'est ce que vous dites, ça existe depuis maintenant 3 mois, parce qu'il y a eu en France quand même 1/3 des réacteurs qui ont été arrêtés, pour des raisons de sécurité, pour des raisons ordonnées, certains de maintenance, d'autres ordonnés par l'autorité de sûreté, parce que c'est des réacteurs qui ont reçu des pièces de Areva qui ont été issues de documents falsifiés depuis 20 ans ou plus, et on entre là dans un processus de suspicion, mais dont finalement les conséquences, on n'en entend pas tellement parler, parce qu'il y a une espèce d'omerta. C'est un sujet dont on parle pas. On ne doit pas dire du mal de nous, de nos entreprises à l'étranger. Mais bon, maintenant l'affaire d'Areva est aussi entre les mains des États-Unis. Et avec des documents falsifiés, en général, c'est pas gratuit. Okay.